Bienvenue dans le débat de France 24. Cette fois, les mots sont lâchés. L'Arabie Saoudite accuse officiellement l'Iran d'être à l'origine des attaques du week-end contre des installations pétrolières de la compagnie saoudienne Aramco. Riyad qui balaie ainsi la revendication envoyée par ses adversaires au Yémen, les Houthis, pour privilégier donc la piste de Téhéran. Preuve à l'appui, écoutez le colonel Turki al-Maliki, les porte-parole du ministère de la Défense saoudien, c'était hier. Dans cette région, nous avons été témoins d'agressions de la part de l'Iran qui ont culminé avec une attaque venue du nord il y a plusieurs jours. Cette attaque n'était pas dirigée contre Aramco ou l'Arabie Saoudite. C'était une attaque contre la communauté internationale et une tentative délibérée de déstabiliser l'économie mondiale et l'industrie énergétique. Des accusations réfutées en bloc par l'Iran. On en débat avec Ardavan Amir Aslani, avocat essayiste, spécialiste du Moyen-Orient. Vous êtes auteur, entre autres, d'Arabie Saoudite, de l'influence à la décadence. Merci d'être avec nous. Merci. Merci également à Antoine Basbous, directeur de l'Observatoire des pays arabes, auteur du tsunami arabe. Merci à vous également, Antoine Basbous, ainsi qu'à Jérémy Guez, professeur d'affaires internationales et d'économie à HEC Paris. Vous êtes l'auteur d'États-Unis, déclin improbable, rebond impossible. Et puis en duplex avec nous de Beyrouth, Karim Sader, politologue, consultant, spécialiste du Golfe. Karim Sader, y a-t-il un risque que tout cela dégénère en conflit armé ? Pour l'instant, il est évident que les acteurs qui sont partis dans cette crise ne veulent pas en venir aux mains, si vous me passez l'expression. Seulement, ce que je crains et ce que craignent en général les observateurs, c'est que à force de répétition, de succession d'incidents et de crises, parce qu'on n'est évidemment pas au premier épisode, je rappelle déjà au mois de mai dernier, il y a eu des attaques également revendiquées par les Houthis contre des installations pétrolières en Arabie Saoudite, mais également aux Émirats Arabes Unis. Il y a eu ces successions d'attaques de drones et d'échanges, on va dire en quelque sorte de démonstration de force, de muscles entre les Iraniens et les Américains. Et puis aujourd'hui, cette frappe qui est quand même sans précédent contre le plus grand, le plus important site pétrolier, de traitement pétrolier au monde. Donc on voit bien que pour l'instant, chacun essaye de tempérer la situation, mais le seul risque pour moi, ce serait évidemment que par accident, on en arrive à une escalade qui serait beaucoup plus grave. Mais pour l'instant, personne ne souhaite ce scénario, c'est évident. Ni Donald Trump, qui voudra bientôt jouer son élection, et pour qui il est hors de question, ce président qui s'est fait élire justement en faisant de l'anti-Obama, et donc en voulant retirer la présence des troupes américaines dans la région. On le voit mal aujourd'hui s'engager et engager des GIs et en pleine campagne électorale cumuler des pertes humaines au sein de l'armée américaine. Et ce n'est pas non plus l'intention de l'Iran qui, en dépit des déclarations de son ministre des Affaires étrangères, veut surtout que les sanctions soient levées. Donc il y a une montée des tensions, chacun joue avec le feu, personne ne veut la guerre, mais il faut faire attention parce que les incidents se succèdent et parfois la situation peut échapper aux protagonistes. Personne ne veut la guerre, nous dit Karim Sader, qui interviendrait donc, nous dit-il, à ce stade par accident. En tout cas, le risque de guerre, il est bien réel, c'est ce qu'estime Mohammad Javad Zarif, le ministre iranien des Affaires étrangères, menace Washington et Riyad de guerre totale en cas d'agression. Écoutez. Et vous le voyez, donc, je vais faire une déclaration très grave, nous ne voulons pas d'une guerre, nous voulons nous engager nous ne voulons pas nous engager dans une confrontation militaire, mais nous ne vacillerons pas pour défendre notre territoire. On est face à un risque de guerre, Ardavan Amir Aslani, ou bien est-ce le langage habituel dans la région? Moi, je pense que nous sommes face à de la rhétorique. Les États-Unis, aujourd'hui, sont davantage une question de rhétorique que d'action. Regardez ce qu'a fait Trump sur la question du Venezuela. On va y arriver, ils n'ont rien fait. Le camp de l'opposition aujourd'hui est assigné à domicile. Avec Kim Jong-un en Corée du Nord, on va vous renvoyer au Moyen-Âge, il n'a rien fait. Et avec l'Iran, il y a 4 jours, il a dit que l'Amérique est locked and loaded, qui signifie en anglais, nous sommes prêts à tirer, il n'a rien fait.
parce que les Américains savent que l'Iran ne va pas être une proie facile. Hier, le général commandant CENTCOM, qui est en fait le commandant militaire américain pour le Moyen-Orient, a déclaré que les États-Unis considèrent que l'Iran est de la même envergure comme menace militaire que la Chine ou la Russie. La raison pour laquelle d'ailleurs les États-Unis n'ont pas réagi militairement contre le drone RQ de 130 millions de dollars que les Iraniens semble-t-il ont abattu au-dessus de leurs eaux territoriales, c'est parce qu'ils ont compris que les Iraniens allaient réagir et se réagir. Et l'Iran, si vous voulez, c'est pas l'Irak, l'Iran c'est pas l'Afghanistan. C'est un pays qui a démontré sa capacité technologique justement en abattant le drone américain. Cette technologie effectivement qui a fait en sorte que 18 drones ont pu pénétrer le territoire saoudien. Et je vous rappelle que l'espace saoudien contrôlé par les Américains traduit quand même à un niveau d'avancée technologique réel. Les Iraniens aujourd'hui sont capables de se défendre. Et puis n'oublions pas, une guerre contre l'Iran n'est pas qu'une guerre contre l'Iran. L'Iran dispose de centaines de milliers d'alliés armés, financés par le pouvoir iranien en Irak, le fameux mobilisé, la Hachd al-Shaabi en arabe. Vous avez les alliés iraniens en Syrie, les centurions alaouites, vous avez le Hezbollah qui est l'infanterie légère la plus performante, semble-t-il, au monde aujourd'hui, vous avez les Houthis au Yémen. Donc en fait, partir en guerre contre l'Iran, c'est partir en guerre contre au moins 5 ou 6 pays dans la région. Et les Américains aujourd'hui, ça a été rappelé par votre interlocuteur au départ de Beyrouth, ne sont pas disposés à partir en guerre. Trump s'est fait élire sur l'idée de ramener les boys, les GI, aux États-Unis. C'est pas en les redéployant aujourd'hui au Moyen-Orient, en Iran, qu'ils vont pouvoir avancer sur la promesse électorale. Antoine Bazbous, un président américain velléitaire, comme semble dire Ardavan Amirastlani, face d'une certaine manière à un conflit trop gros pour lui, qu'il sait trop gros pour lui, et donc une opération qu'il n'est pas prêt à mener, ou bien un président américain qui, petit à petit, prépare son opinion publique à la possibilité réelle d'une intervention. Quel est l'objectif de Trump aujourd'hui? C'est d'être réélu l'année prochaine. Il sait, il a fait son premier mandat sur l'idée de se retirer totalement, comme Obama en son temps, des conflits dans les pays islamiques, Afghanistan, Irak, Syrie. Or, aujourd'hui, s'il amasse et cumule les claques, les échecs, sa réélection ne sera plus quelque chose d'acquis. À ce moment-là, il pourrait réagir. Mais pour l'instant, s'il peut éviter la guerre, le conflit, il va le faire tout en signant de nouvelles sanctions. Mais les sanctions, il n'y a plus que les prophètes qui n'ont pas eu de sanctions de Trump. Donc les sanctions de Trump n'intimident plus personne. Le fait d'avoir déjà une succession de sanctions extrêmement dures asphyxie l'Iran. Mais l'Iran ne se rend pas. L'Iran a fait un glacis du Golfe jusqu'à la Méditerranée et il a réussi à créer des archipels chiites qui sont à ses ordres, qui sont des proxys, qui sont des satellites. Et d'ailleurs, le secrétaire général du Hezbollah au Liban a annoncé la couleur il y a quelques semaines en disant « si l'Iran était attaqué, c'est toute la région qui va s'embraser et nous allons répliquer, y compris contre Israël ». Donc là, Trump est pris au piège, il est au pied du mur. Sa rhétorique, pour l'instant, bon, il trouve des sanctions, il trouve des mots, mais dans la mesure où il n'a pas réagi quand on lui a abattu la fine fleur de ses drones, eh bien, il ne va pas forcément réagir, sauf humiliation suprême, quand les Saoudiens sont attaqués. La messe est dite, Jérémy Guez, il n'y aura pas de réaction américaine, aux grandes dames peut-être de l'Arabie Saoudite. J'en sais assez sur le Moyen-Orient de ne jamais prendre ce type de pari. Là où je suis tout à fait d'accord avec mes deux confrères, c'est il y a chez Trump une volonté d'entretenir la confusion. Cette confusion, elle l'aide beaucoup dans sa manière finalement de faire de la politique étrangère. Il est très heureux de cette confusion, surtout quand l'un de ses plus grands alliés au Congrès américain, le sénateur de Caroline du Sud, Lindsey Graham, dit « il faut frapper », et là il le reprend tout de suite. Mais c'est aussi une manière, et je pense que c'était le rôle que son ancien conseiller de la sécurité nationale, John Bolton, qui a été remercié la semaine dernière, jouait. C'est une manière de dire au reste du monde, faites attention, parce que voyez les gens qui me conseillent. C'est le bad cop de Trump. Exactement. Voyez les gens qui me conseillent, bad cop, avec moi, il faudra mieux négocier. Je me demande si Donald Trump ne se rêve pas un petit peu d'être le prochain Richard Nixon.
à se dire, à entretenir toute cette confusion pour essayer de déstabiliser l'adversaire, puisque l'Iran est un adversaire au jour d'aujourd'hui, il ne se rêve pas d'être Nixon et d'essayer finalement de trouver des manières de résoudre l'ambivalence américaine envers l'Arabie Saoudite et d'essayer de faire ce rapprochement avec l'Iran. Et quand on prêtait attention à ce que disaient les conseillers de la Maison-Blanche la semaine dernière, je suis arrivé à la conclusion qu'une poignée de main entre Donald Trump et le président iranien aux Nations Unies à New York ne faisait pas partie des scénarios les plus probables, mais n'était pas parmi les scénarios à exclure. En tout cas, il l'écarte aujourd'hui, Donald Trump. Karim Sader, pour revenir sur ses responsabilités, parce que c'est quand même ça le cœur de l'affaire, l'Iran est-il derrière cette attaque aujourd'hui? Une attaque venue du Nord,